Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver à bord de notre vélo taxi pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Et aujourd'hui, toujours sous le ciel bleu, nous sommes à Blois, chez les Blaisois et les Blaisoises. C'est ainsi qu'on dit. Je me tourne vers mon voisin, il s'appelle Julien Monclar. Et Julien Monclar, mais vous le savez déjà, est le manager général de l'ADA. On va parler donc de basket. Bonjour Julien. Bonjour Cécile. Donc on est chez les Blaisois et les Blaisoises. Exactement. Merci de nous accorder un petit moment pour parler basket, mais pas seulement, pour parler aussi de ce rôle de manager général dans un club qui a une grosse actualité en 2022. Ça a été une belle année, oui, avec la promotion dans l'élite du basket français. Et surtout une saison de plus où on a partagé vraiment des émotions, des victoires, des défaites aussi, des moments difficiles. Et il a fallu s'accrocher. C'est vrai qu'on a eu un scénario fabuleux et qui offre aux gens l'accès à l'élite. Et pour la première fois dans l'histoire du Loir-et-Cher, il y a une structure sportive qui veut leur au plus haut niveau. Est-ce que ça met de la pression sur les épaules un peu, ce changement inédit pour le club? Pour le club et pour le territoire, non. Pression, c'est pas vraiment ce qu'on ressent. Non, de l'envie, oui. Une forme de responsabilité, forcément. De la pression, non, puisque entre guillemets, on a déjà surperformé. On sait que c'est pas de la fausse humilité, mais il y a plus gros que nous à ce niveau-là. Ouais. Infrastructurellement, budgétairement, on est sur un environnement où les gens sont vraiment très 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 costauds. Et nous on n'est qu'un petit acteur dans tout ça. Donc on y va pour prendre du plaisir surtout. Ouais, bah ça c'est un joli moteur, le plaisir. Bah, c'est peut-être le meilleur d'ailleurs. Ouais. On était au mois de juin sur cette finale des playoffs. Dans la salle et sur le parquet, il y avait des personnes que vous connaissez très bien, puisque chez les Monclar, le basket c'est une histoire de famille. Difficile de ne pas en parler quand on parle de vous, de votre parcours. Sur le parquet en face, du côté des adversaires, il y avait déjà un petit frère. Oui, il y avait un petit frère, mais au-delà d'être en face, il a surtout été avec nous pendant 8 saisons. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté sur le terrain à l'ADA. Et c'est vrai que l'année où on va chercher le truc, le fait de l'avoir en face, le scénario était un peu fou. Ouais, c'est ça. On ne se serait pas permis de l'écrire, mais la vie en a décidé comme ça et ça fait une belle histoire. Ça fait une belle histoire à raconter, ça rajoute un petit piment. Après, moi, je ne suis pas sur le terrain. Ouais, mais du coup, vous avez forcément vécu ça de façon particulière. Ouais, forcément. Ouais, non seulement il y a l'histoire on va dire fraternelle et familiale, mais il y a aussi, même à titre personnel, ce club d'Antibes, même s'il a beaucoup évolué, c'était mon club d'enfance, d'adolescence, de sportif à l'époque. Donc forcément, il y avait des sensations très particulières et ça a rendu l'histoire peut-être plus belle, plus originale. J'imagine. Donc dans la famille, est-ce qu'on peut resituer qui fait quoi, puisque finalement tout le monde a un lien avec au moins le sport et le basket en particulier, pour quand même 3 membres si je ne m'abuse. Même 4. Même 4. Bon, alors on va refaire le point dans le jeu des 7 familles. C'est l'arbre généalogique. Ouais, on a le grand-père déjà. Voilà, Robert Papé, donc qui a fait 3 Jeux Olympiques. En 52, en 56 et en 60, qui était un joueur dans plusieurs clubs et notamment au Racing Club de France. Ouais. Grand joueur français donc des années 50-60. Mon père, carrière de joueur international, Jeux Olympiques aussi une fois, et puis en club à Lasvel, à Limoges, un petit peu au Mans, à Antibes, et puis comme entraîneur ensuite, et comme consultant média. Et désormais ensuite. La voix, voilà. Ouais, c'est ça, voilà, et le visage. Sur le basket américain notamment. Ouais. Et puis après, mon frangin Benjamin, donc, qui a fait une belle carrière de joueur, notamment en Pro B. Oui. Et moi qui me suis arrêté assez vite de jouer, puisque j'aurais bien aimé, mais les choses ont fait que, et peut-être que c'était pas pour moi, tout simplement. Ouais. Et puis qui m'occupe du club désormais. Et ma mère était une sportive aussi. Qui enseignait l'EPS, hein? EPS et puis athlète dans sa jeunesse. Et athlète de haut niveau aussi, qui a aussi fait les Jeux. Ah oui, c'est quand même un peu voilà, court. Donc c'est vrai que je cours pas assez peut-être par rapport à eux. Est-ce qu'il était imaginable de ne pas faire de basket dans un écosystème comme celui-ci? Imaginable, oui. D'ailleurs, j'ai pas commencé par le basket. Ah bon? En sport enfant. Mais dans les faits... C'était quoi le premier sport? Le foot.
C'est original. Un peu du judo aussi. J'ai pas des grands souvenirs, ça n'a pas duré longtemps. D'accord. Il y a même eu un peu de tennis, et puis après, dans basket et athlétisme, évidemment. Ouais. Et après, vraiment l'amour du sport au global, parce que ça, c'est clair que passer à travers le sport, ça aurait été compliqué. Ouais. Après, il n'y avait pas d'obligation, mais quand on va dans les salles, quand on voit les joueurs de près, et qu'on voit tout ça, forcément, ça crée de l'envie. Ouais. C'est pour ça que imaginable, oui, imaginer, non. J'aime beaucoup. Jolie formule. Ça ressemble à quoi une journée dans la peau du manager général que vous êtes aujourd'hui, Julien? C'est très divers. Justement, il y a le mot général, puisque bon, après, les appellations de poste ont un peu évolué, mais ma responsabilité est assez transversale, donc elle touche aussi bien le sportif, le commercial, toute la partie marketing, élaboration d'offres et la communication, le stratégique et puis le tout venant organisationnel, et surtout les relations avec les collègues. Donc c'est un peu tout ça qui s'entremêle, avec évidemment parfois des priorités qui prennent le relais, et dernièrement évidemment le sportif qui prend de la place, toujours de plus en plus. Et ensuite, le rythme est un peu effréné, parce que finalement toutes les semaines, il faut repartir, il faut retrouver l'énergie. Vous faites comment? Il y a des rituels pour essayer comme ça de garder à la fois votre sérénité, mais aussi celle de toutes les personnes qui vous entourent? Après, il y a deux choses, c'est que c'est toutes les semaines, mais une semaine sur deux, on est à l'extérieur. Ouais. Moi, je fais la plupart des déplacements avec l'équipe. Là, c'est une autre atmosphère. C'est vraiment une bulle sportive, de préparation mentale, et là, de rituel. C'est très organisé. Après, sur les matchs à domicile, c'est beaucoup plus effervescent. Il y a le sportif qui est dans sa préparation très... ils doivent aussi toujours être, eux, dans leur bulle, dans la préparation de leur match. Et la préparation du match autour, accueillir 2300 personnes assises, peut-être souvent plus, parce qu'on a des gens debout qui assistent aussi au match. Notre salle est très vite remplie, on va dire. Et ça, c'est un peu plus une fourmilière. Vous êtes combien aujourd'hui au sein de l'ADA? Alors, au sein de l'ADA, on est presque une trentaine, mais là, j'intègre le sportif, les joueurs. Après, sur les salariés, on va dire, qui sont un peu plus éloignés du terrain, qui sont sur ce qu'on pourrait appeler les fonctions support, on va être 7 à 8 personnes. Plus éventuellement des stagiaires ou apprentis, etc. Donc entre 7 et 10 selon la période. Un mot sur le terrain de jeu, parce qu'en l'occurrence c'est une jolie salle récente. Qui date de 2017. Exactement. C'est important, un écrin à la hauteur des ambitions finalement? C'est plus qu'important. Je ne parle pas pour l'ADA, mais pour tout club sportif. Évidemment que ce que les gens voient, on parlait de passion, toute cette adrénaline qu'il y a autour du sport de haut niveau. Les gens voient le terrain, les gens voient les joueurs, les gens voient éventuellement l'entraîneur. Ce qui fait un club, c'est son infrastructure, d'abord. Dans le temps en tout cas. Et son infrastructure, en gros, ça correspond à deux choses. C'est l'outil va susciter la suite, et notamment la partie budgétaire, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même d'être capable de générer des moyens. Et cette infrastructure, elle déclenche beaucoup de choses. Parce que le ticketing, donc le guichet, vendre des places, c'est la première recette d'un club. Hormis le football avec les droits télé, etc., qui est un modèle un tout petit peu différent, mais le ticketing est quand même essentiel. Ce qu'on vend au grand public et ce qu'on vend aux entreprises, en place à prestation. Et ça, c'est la base. Les conditions de travail des joueurs au quotidien, c'est essentiel. C'est comme vous, je suis sûr que vous avez besoin de vous sentir bien dans votre lieu de travail, dans votre bureau, avec vos outils. Et pour des sportifs, c'est essentiel. Et ce lieu d'entraînement, la plupart du temps, c'est cet écran-là. Alors, on essaye, nous, de développer un modèle où on va créer notre propre centre. Pour l'instant, l'expression consacrée, c'est centre de performance, qui est 300 mètres au-dessus du jeu de paume. On est passé pas loin en vélo, là, tout à l'heure. En vélo-taxi, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Mais c'est toute cette partie infrastructurelle, elle est vraiment essentielle. Et ce centre de performance, il est prévu pour tout bientôt quand? C'est un gros dossier, compliqué, qui nécessite un investissement énorme de la part du club et de l'environnement, des collectivités, d'aide européenne aussi. Et si tout va bien, là, à la fin de l'année, on va dire, le curetage et le nettoyage du site, qui est un ancien site de stockage pharmaceutique. Et peut-être un début de travaux sur la fin de l'année 2022, mais il faut que tout rigole. Il faut qu'on arrive à boucler le financement.
on est avec le CIC et le CIC est très présent d'ailleurs, donc je leur fais un petit clin d'œil. Allez, petit clin d'œil. Parce qu'on n'est pas là pour faire que de la promo, mais quand même les partenaires investis, on ne leur tire jamais assez le chapeau. Bon, bah ça compte alors. Quels sont les messages clés ou peut-être le slogan, un truc que vous avez tendance à répéter aux équipes autour de vous? Aux équipes et à l'environnement aussi. Ouais. Alors aux équipes, c'est en ce moment, notamment depuis le Covid, ça a été vraiment le sens de ce qu'on fait. Chacun a une quête de sens dans son quotidien et dans son métier. Donc ce métier, c'est quand même une grosse partie du quotidien. Et c'est vrai que le fait de gagner ou d'avoir une salle remplie quand on fait nos matchs, eh ben, je dis toujours aux collègues et puis aux joueurs, c'est séparé de bateau, mais on apporte quelque chose aux gens. Ils ont un décrochage de leur quotidien, ils prennent du plaisir, ils vivent des émotions, des défaites, des victoires, des émotions positives, négatives. Donc les émotions et la passion, c'est ce qui donne vraiment du sens à notre métier. Et c'est toujours vraiment ce sur quoi insister pour un peu justifier l'investissement que chacun peut avoir et parfois le surinvestissement, puisqu'on a des gens qui travaillent beaucoup dans la structure. Et après, sur l'environnement, cette année, dans l'élite, au meilleur niveau français, c'est le soutien. Et c'est le fait de se concentrer sur le contenu et pas forcément sur le résultat. Ah, ok. Et c'est de faire les choses à notre manière, avec notre éthique, avec nos valeurs, et de s'investir à fond. Parfois ça perdra, et on n'a pas l'habitude ici en fait. Et oui. Ça fait des années qu'on gagne énormément de matchs, beaucoup de temps. Sauf que là c'est un changement important. Il est vraisemblable qu'on en perde plus que d'habitude. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir la réaction qu'on aura nous en tant que structure jusqu'aux joueurs, de ne pas se faire trop bousculer et de continuer à mettre les bons ingrédients et la bonne recette en place. C'est un défi. Et puis pour l'environnement, le public, les partenaires, les gens dans les tribunes, être capable de soutenir même quand ça peut potentiellement perdre. Et ça, c'est essentiel. Et donc c'est ça le message, c'est les gars vont avoir besoin de tout le monde, tout le temps. Et en plus, on est dans un sport où tout va très vite. Des fois, on est très loin derrière. Et tout d'un coup. Et ça peut aller très vite et beaucoup plus qu'avant parce qu'on a des joueurs de talent. Tous les sportifs progressent dans tous les sports et ça peut aller très vite. En fait, ne rien lâcher, je dirais. C'est ne rien lâcher. Et si ça marche pas, si ça fonctionne pas, si le résultat est pas favorable, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Si on n'a rien lâché, on peut se regarder dans une glace. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Un joueur emblématique qui vous inspire, qui vous a inspiré, ou une joueuse? Alors, ce serait plutôt un joueur, désolé. Pas de souci. Oui, dans mon enfance, moi, c'était pas Michael Jordan. Mais oui, moi j'étais persuadée que j'allais entendre Michael Jordan. Ah oui, puisque tous nos ados, mais ça fait partie. Michael Jordan, c'est l'icône ultime. Tous les jeunes veulent mettre ses chaussures encore aujourd'hui, alors qu'il a arrêté en 98 ou un peu plus tard, selon la légende, on va dire. C'est compliqué, là je m'adresse plus aux spécialistes de basket. Non, moi, à titre personnel, celui qui me faisait rêver gamin, c'était Magic Johnson. Ah oui, bah ouais. C'était un joueur qui était plus axé sur la passe, le partage, et jouait meneur de jeu, était très grand, 2,06 m, et pour jouer ce poste-là, ça n'existait pas à l'époque. Et c'était un joueur qui menait une équipe à Los Angeles, dans une période qui s'appelait le Showtime. Un jeu très spectaculaire, très positif, très souriant. Et ça m'a toujours enfant, ça m'a plus captivé que le côté Killer Instinct, vraiment la gagne à tout prix, qui était assez froide, dure de Michael Jordan, et immensément respectable, plus que ça même. Mais voilà, c'était plutôt mon truc. Et aujourd'hui, c'est Stephen Curry, c'est un joueur qui est d'une adresse diabolique, d'un physique normal, entre guillemets, et qui est champion en titre aux États-Unis, alors que personne n'attendait à ce stade de sa carrière, et qui est un joueur qui a remis l'adresse, l'aisance avec le ballon au centre du jeu, et c'est formidable de le voir évoluer. Merci beaucoup Julien pour cette balade blésoise. Merci, belle initiative, et merci Cécile. Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très prochainement, sous le soleil toujours, qui baigne Je vous conduis pour un nouvel épisode. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.